À la une de cette édition, le carburant s'enveloppe d'un nouveau prix. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie l'a annoncé. Un extrait de sa déclaration vous sera proposé. Nous le verrons également, le gouvernement ivoirien a offert un bâtiment flambant neuf et du matériel roulant au programme national de lutte contre le paludisme. Et le Sahara qui se poursuit en présence des autorités. Le ministre Sidi Touré s'est exprimé au micro de nos reporters. Plus de détails dans cette édition. Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 pour vous informer. C'est l'heure du journal et nous l'ouvrons avec cette note liée au nouveau coût du carburant. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a annoncé les nouveaux prix du carburant qui entrent en vigueur ce dimanche 1er octobre. Il l'a fait au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce samedi à son cabinet au plateau. Vu que cette augmentation peut entraîner une flambée des prix, des transports et des marchandises, il avait à ses côtés ses collègues en charge du transport et du commerce. Philippe Zabo et Tima Traoré. Je souhaite souligner que la stricte application du mécanisme d'ajustement automatique des prix à la pompe conduirait pour le mois d'octobre à un prix du super à 921 francs le litre contre 815 francs le litre actuellement, soit une hausse de 106 francs le litre. Et un prix du gasoil à 868 francs le litre contre 655 francs le litre en ce moment, soit une hausse pour le gasoil de 213 francs le litre. Toutefois, prenant la pleine mesure de l'impact que ces niveaux de prix pourraient avoir sur les populations ivoiriennes, le gouvernement a décidé de limiter la hausse du prix des dits produits à 60 francs le litre pour le mois d'octobre, qui sont fixés comme suit. Pour le super, 875 francs le litre. Pour le gasoil, 715 francs le litre. Ainsi, rien que pour le mois d'octobre 2023, c'est un effort de 13 milliards de francs CFA que l'État consentira pour maintenir ces niveaux de prix indiqués, soit un effort cumulé à fin octobre 2023 de 68 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, je tiens à rassurer nos populations que des mesures ont été prises par le gouvernement en vue de réduire les impacts de cet ajustement sur le quotidien des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Le groupe scolaire et secondaire méthodiste de Yopougon a initié récemment une cérémonie de récompense à l'endroit de ses élèves. Cette cérémonie de l'excellence et de mérite qui favorise le travail bien fait s'est déroulée en présence des autorités du directeur régional de la DREN Abidjan 3 et du responsable juridique de Azito OEM. Objectif, inciter les élèves à doubler d'efforts pour un avenir radieux. Ils ont tous été décorés, élèves du primaire comme du secondaire de l'établissement d'enseignement privé méthodiste de Yopougon. Ces élèves ont été mis en lumière de par leur travail remarquable qui n'a laissé aucun responsable indifférent. Directeur régional de la DREN Abidjan 3, responsable juridique de Azito OEM en tant qu'accompagnateur du ministère de l'Éducation nationale, le personnel d'établissement ainsi que les parents d'élèves. Tous étaient présents à cette cérémonie de célébration de l'excellence et du mérite. Ces lauréats qui ont été distingués en cette année 2023 ont reçu chacun un kit scolaire, une médaille, un diplôme et des trophées. Ces récompenses qui sont les fruits de dur labeur et d'abnégation sont des sources de renforcement de performance et de valeurs intellectuelles qui éveillent tous les élèves de Côte d'Ivoire à étudier davantage. Nous accompagnons le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en vue de donner donc à l'école ivoirienne
ces lettres de noblesse. Nous disons à nos enfants de rester concentrés et de travailler durement à l'école en vue d'avoir les meilleurs résultats, en vue d'être performants pour participer donc à ces journées de l'excellence donc et du mérite. Pour les organisateurs, cette cérémonie de mérite inspire l'esprit de compétitivité et de réussite aux élèves de Côte d'Ivoire. Il faut noter qu'ils étaient au total 26 élèves par classe à être distingués. Et intéressons-nous à la formation continue. Il sera ouvert au titre de l'année 2023-2024 à l'université Félix Houphouët-Boigny un master en management des organisations. À quelques semaines du démarrage des cours, le RAPSI, Réseau des attachés de finances de Côte d'Ivoire, a animé une conférence. L'objectif est d'inviter ses membres à se faire former afin d'augmenter le taux de leur productivité. Le commentaire de Mondésir Nascimento. L'attaché des finances le plus souvent est un agent chargé de piloter et de gérer les moyens humains, budgétaires et techniques d'une unité administrative. Il peut également être chargé de mission dans un domaine spécifique, adjoint au chef de bureau et exceptionnellement chef de bureau. En Côte d'Ivoire, ces braves hommes et femmes se retrouvent dans un creuset appelé RAPSI, Réseau des attachés des finances de Côte d'Ivoire. Ce réseau a reçu en conférence un consultant venu les entretenir sur le master en management des organisations, un diplôme qui leur permettra d'accroître leur performance. L'un des objectifs majeurs du RAPSI, c'est le renforcement des capacités de ses membres. Et donc dans ce cadre-là, en collaboration avec l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'université de Cocody, par le truchement de notre parrain, sera ouvert au titre de l'année 2023-2024 un master en management des organisations publiques. Donc cette rencontre d'aujourd'hui avait pour objectif d'inviter les membres à se faire inscrire à ce master-là pour pouvoir renforcer leurs capacités, accroître leurs compétences pour être cette ressource humaine-là dont la fonction publique a besoin pour pouvoir atteindre ses objectifs de développement. C'est le parrain du RAPSI, Dr Habib Seoulou, qui a été invité par la présidente pour partager avec les membres du RAPSI l'importance de la formation professionnelle continue et donc du master en management des organisations. J'ai fait comprendre à ces fonctionnaires et agents de l'État la nécessité de se former parce que les tests prévoient que lors du recrutement et lors de la promotion des fonctionnaires, ils doivent suivre une formation. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont nombreux à avoir des diplômes, certes, mais à ne pas avoir de formation en matière administrative. Le RAPSI, Réseau des attachés des finances de Côte d'Ivoire, a été officiellement lancé en juin 2021. Il fédère ses membres et s'est donné entre autres missions de renforcer leurs capacités afin de faire d'eux des agents à forte plus-value dans l'administration ivoirienne. L'intelligence artificielle est en pleine explosion aujourd'hui et contribuera à compléter l'enseignement personnalisé de demain. Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, CIDFOR, l'a bien compris en s'appliquant d'ores et déjà à renforcer les capacités des formateurs de l'enseignement technique. C'est pourquoi il a initié une session de formation de 2 jours sur l'IA dans ses locaux en vue de mettre l'enseignement technique au diapason de la révolution numérique. Le commentaire de Konena Norgo. Nul n'échappera à la révolution et à l'évolution des TIC qui influent fortement le monde, même pas le système de formation d'apprentissage. Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR a rassemblé 42 enseignants issus de 24 structures de la formation technique du pays dans le cadre des sessions de renforcement des capacités en e-learning. Un séminaire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la création de supports pédagogiques et didactiques en vue d'assurer des enseignements actualisés et des formations adéquates aux apprenants. Ça permet, n'est-ce pas, d'animer des supports pédagogiques, d'être dans une certaine, ce que nous appelons la réalité augmentée qui permet donc de toucher au plus près et de montrer les vrais gestes parce que nous nous formons au métier. Et donc cette intelligence artificielle et ces formations vont permettre à ces enseignants de disposer de ces compétences-là. Et surtout d'aider aussi leurs collègues qui n'ont pas pu être là. L'intelligence artificielle permettra de personnaliser les supports pédagogiques en fonction des capacités et des centres d'intérêt des élèves.
le champ de l'intelligence artificielle connu pour être vaste. Durant ces 2 jours, quels seront donc les axes de formation? Alors, nous allons aider les apprenants déjà à utiliser ces outils conversationnels. On connaît ChatGPT qui est le plus connu, pour pouvoir structurer leur contenu de formation. Pour Kadiata Diallo, directrice du SIDFOR, c'est une technologie qui promet de faciliter le travail des enseignants et de rendre l'apprentissage plus interactif et personnalisé pour les élèves. Elle rassure le ministre de tutelle qu'il pourra toujours faire confiance au SIDFOR pour la qualité de la formation dispensée. Monsieur le ministre Kofi Ngesan peut compter sur les 42 enseignants que nous avons sous la main ici, que nous sommes en train de former. Il faut dire que depuis 2014, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle SIDFOR a réalisé des sessions de renforcement de capacités en e-learning au bénéfice de plus de 500 formateurs du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, REDICI, a organisé ce 30 septembre son 2e congrès ordinaire en présence de ses membres. La violence basée sur le genre en Côte d'Ivoire, approche sanitaire et dispositions sanitaires sécuritaires en faveur des femmes. Un congrès ouvert en présence de Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, invité d'honneur. Pierre Tebeu et Nicolas Angwa nous présentent le compte-rendu de ce congrès. La salle Louga du Palais de la Culture de Trècheville a refusé du monde ce matin à l'occasion du 2e congrès national ordinaire du réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, en abrégé REDICI. Toutes les institutrices sont venues nombreuses partager l'engagement de leur réseau. 2 temps forts ont ponctué cette rencontre. L'investiture du nouveau bureau du REDICI et les panels qui ont fait interagir les panélistes et les membres du réseau. Ce 2e congrès a vu l'investiture de la nouvelle présidente réélue du REDICI et de tout son bureau. Emma Nadège Sepi Diabagaté, nouvellement investie, a présenté les orientations de ses actions à poursuivre la lutte aux côtés de ses sœurs du réseau. C'est un honneur pour moi, en tant que présidente nouvellement élue du REDICI, avec les membres de l'équipe dirigeante pour la mandature 2023-2026, de nous tenir devant vous en ce jour du 30 septembre 2023 pour notre 2e congrès national. Je suis consciente que cette confiance que vous renouvelez est une responsabilité des plus importantes. Je mesure l'ampleur. Je suis heureuse, accompagnée des membres du bureau, de poursuivre cette belle œuvre à la tête du REDICI. La marraine du congrès, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Camara, a appelé les membres du REDICI à plus de cohésion et de solidarité. Après 4 ans d'existence, votre organisation est devenue une référence. Nous le devons à votre mobilisation autour de cet instrument. Vous y avez cru et vous y êtes parvenus. Avec cette nouvelle mandature, le principal défi sera de vous maintenir au même niveau, sinon de faire mieux. Et parlons sport. Le plus grand rendez-vous sportif du secteur minier ivoirien se tiendra les 15 et 16 décembre prochains à Yamoussoukro. Les Mining Olympiades pour la 7e édition entend une fois de plus tenir ses promesses de divertissement et de la promotion du secteur des mines. L'information a été donnée au cours de la cérémonie de lancement organisée par le groupement professionnel des sociétés minières, nous disent Walter Kofi et Ezekiel Siri. L'importance des politiques santé et sécurité dans les mines, c'est le terme autour duquel se tiendra la 7e édition des Mining Olympiades, reconnue comme le plus grand rendez-vous sportif des acteurs du secteur minier ivoirien. Pour cette édition, les organisateurs entendent sensibiliser sur les procédures pour éviter des accidents mortels dans les compagnies minières, et cela autour de son programme habituel, dans une journée scientifique qui réunira étudiants
et professionnels des mines, mais aussi une journée sportive qui mettra en compétition les différentes compagnies minières. La promotrice de l'événement a souligné lors de sa présentation quelques innovations majeures. 3 nouveautés cette année pour agrémenter encore l'organisation. C'est l'inscription et le paiement exclusivement en ligne pour commencer à marquer notre engagement sociétal en faveur de la protection de l'environnement. C'est l'ajout de 7 nouvelles disciplines pour permettre à tous les participants professionnels, jeunes, en famille, de vraiment profiter du week-end à Yamoussoukro. Et c'est la 3e activité ou le 3e temps fort, c'est le soutien ou l'accompagnement à un projet social. Le lancement de cette 7e édition des Mining Olympiades fut l'occasion pour Christine Lobo, directrice générale du groupement des professionnels miniers de Côte d'Ivoire, de présenter un bilan. Nous sommes passés d'un peu moins de 100 participants, moins de 10 sociétés en 2016, à cette 7e édition, ou en tout cas la 6e édition qui a rassemblé plus de 30 entreprises, près de 2000 personnes durant ces 2 jours. Pour l'édition 7, nous sommes contactés depuis février par les équipes, par les partenaires, que ce soit institutionnels ou sponsors, pour savoir quand est-ce qu'il y aura l'événement et surtout qu'est-ce qui attend. Donc je pense que c'est un événement, c'est le rendez-vous professionnel, sans être trop commercial, où les professionnels du secteur se retrouvent. La cérémonie s'est terminée par une remise de certains trophées de l'édition 6 tenue en 2022, rappelant que les Mining Olympiades sont organisées tous les ans par le groupement professionnel des sociétés minières de Côte d'Ivoire, GPMC. Le prochain rendez-vous est donc celui du 15 au 16 décembre dans la capitale politique ivoirienne. Et pour la lutte contre le paludisme, le gouvernement ivoirien a offert un bâtiment flambant neuf et du matériel roulant, le tout pour un montant de 1,3 milliard de francs CFA au programme national de lutte contre le paludisme. La cérémonie s'est tenue au nouveau siège du PNLP situé à Abidjan-Cocody et qui a inauguré pour l'occasion son siège. Walter Kofi et Ezekiel Seri. C'est des mains de Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, que les directeurs départementaux de la santé ont réceptionné leur matériel roulant. C'est en tout 15 fourgonnettes et une douzaine de motos qui ont été remis, des engins destinés à faciliter l'accès aux intrants et outils de prévention contre la malaria dans les 113 districts sanitaires du pays. Le ministre Pierre Demba, dans son adresse, a salué la contribution de ses partenaires dans le Fonds mondial contre le paludisme et a invité les acteurs de la santé à mettre ces dons à contribution pour un objectif de zéro paludisme en 2030. Le gouvernement a également entrepris de renforcer la lutte anti-larvaire par l'introduction de nouvelles technologies dont l'utilisation des drones. En termes d'innovation, je suis ravi d'annoncer l'introduction des techniques de chimioprévention du paludisme chez les nourrissons et la chimioprévention saisonnière ciblant principalement les enfants de moins de 5 ans. Mes encouragements vont à l'endroit des agents de santé pour leur contribution dans la lutte contre le paludisme. À la population du Côte d'Ivoire, je voudrais donc les inviter à assainir leur cadre de vie pour la réduction des cas de paludisme dans les quartiers, les villages et les villes. Le représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé a, au nom des partenaires, souhaité que l'ensemble des acteurs de la santé veille au respect de toutes les prescriptions en matière d'offres de soins, notamment du paludisme, à savoir la gratuité pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Le souhait des partenaires, c'est que l'ensemble des acteurs puissent respecter toutes les prescriptions qui sont faites en matière d'offres de soins pour le paludisme, à savoir la gratuité totale pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Engagez-vous à cela. Monsieur le ministre, c'est une joie immense qui nous anime ce jour, nous acteurs de terrain au niveau opérationnel, de mise en œuvre des activités de santé, de recevoir de vos mains ce matériel roulant pour booster la mise en œuvre des activités de lutte contre le paludisme dans nos régions et districts. L'autre temps fort de la cérémonie a été l'inauguration du nouveau bâtiment du Programme national de lutte contre le paludisme. Il a été noté au cours de la rencontre
Qu'en 4 ans, le ministère de la Santé a réceptionné une centaine de fourgonnettes, le tout financé par l'État ivoirien et le Fonds mondial contre le paludisme pour un montant de 2,2 milliards de francs CFA. Et nous prenons la direction de Yamoussoukro en vue de continuer à fournir des solutions de haute qualité à sa clientèle. Les entreprises GBS se sont retrouvées à Yamoussoukro la semaine dernière pour réfléchir sur l'avenir de la structure dans les 3 années à venir, dans le but également de garantir leur pérennité sur la décennie à venir. Charles Kouakou. Ils sont des GBS, un groupe d'entreprises diversifiées comprenant des entités telles que GBS Solutions RH, GBS Opinion et GBS Constructis qui se sont retrouvés à cet atelier de mise en place des stratégies pour garantir leur pérennité sur la décennie à venir et relever les défis futurs, innover et évoluer pour répondre aux besoins changeants de la clientèle et partenaires. On est en train de chercher à grandir et là nous sommes venus à Yamoussoukro pour la perspective des 3 prochaines années. Et nous allons créer un groupe, nous allons créer plusieurs structures à l'intérieur des entreprises GBS. Les domaines d'activité, il y a, comme j'ai dit, tout ce qui concerne l'intérim, il y a le BTP qu'on est en train de lancer, il y a les sondages d'opinion, les études de marché qu'on est en train de lancer. On va se lancer sur bien d'autres projets que je garde en secret pour pouvoir sortir de l'eau. Les participants se disent satisfaits des acquis de cet atelier de mise en place des stratégies. Je suis plus ou moins satisfaite de la réunion parce qu'elle m'a permis de comprendre que plus tard, dans les 3 années à venir, mon service sera développé avec l'expansion que je voulais. Et nous, les commerciaux, nous avons décidé d'acquérir de nouveaux marchés, c'est-à-dire prendre d'abord toute l'étendue du territoire ivoirien et pourquoi pas à l'avenir même prendre les pays de l'Europe ou du monde entier. On va dire que tout s'est bien passé. Voilà, nous sommes ravis du séminaire que nous avons eu ici et nous disons merci au premier responsable pour avoir eu l'idée de projeter l'entreprise sur l'avenir. Avec son expérience et son engagement envers l'excellence, l'entreprise GBS est déterminée à consolider sa position en tant que leader dans ses domaines respectifs et à continuer à fournir des solutions de haute qualité aux clients. On se rend à Abengourou, au cœur des locaux de Save the Children, pour suivre le résumé de la remise de matériel d'apprentissage de cette organisation non gouvernementale internationale à plusieurs jeunes filles et garçons de Abengourou et de Bongouanou qui ont été formés pendant 3 ans dans plusieurs métiers d'activité, et cela qui s'inscrit au cœur du programme Mamissou qui signifie en Ani « Aide-moi à me lever ». On voit tout ça avec Anissé Kouadio, notre correspondant. Nous sommes à la remise officielle du matériel d'apprentissage aux bénéficiaires du projet Out of School Youth Empowerment in Abengourou and Bongouanou Project. Projet dénommé Mamissou, qui signifie en Ani « Aide-moi à me lever », financé par Save the Children Corée du Sud, mise en œuvre par Save the Children Côte d'Ivoire, le bureau d'Abengourou. Ce projet vient résoudre la question d'employabilité des jeunes déscolarisés ou non scolarisés qui sont dans les communautés, pour leur permettre de prendre un élan afin de pouvoir résoudre la question d'employabilité, également permettre leur insertion socio-professionnelle. Ils sont 247 en apprentissage de métiers, à savoir maçonnerie, coiffure, couture, carrelage mécanique, électricité, bâtiment et bien d'autres secteurs d'activité qui ont été formés 3 ans durant. Pour cette première vague, ils sont 100 bénéficiaires qui repartent avec du matériel qui leur permettra de mener une activité pour leur plein épanouissement. Merci à ceux qui donnent. J'ai fait l'apprentissage pendant 3 ans. J'ai fait la couture. Aujourd'hui, grâce à eux, j'ai reçu une machine. Je peux faire moi-même mon propre atelier pour aider d'autres personnes qui veulent faire ce métier comme moi. Ce projet avait également son côté alphabétisation, mais surtout comptabilité. Permettre aux bénéficiaires d'organiser leur entreprise et surtout savoir gérer leurs dépenses. Comment gérer son avoir, comment faire ses dépenses et puis comment économiser. Save the Children Côte d'Ivoire, le bureau d'Abengourou, à travers ce projet Mamissou, financé par Save the Children Corée du Sud, réduire le taux de chômage des jeunes filles et jeunes garçons dans les zones de l'Indénié, Guablan et du Moronou, d'avoir un métier et ainsi être à l'abri du besoin et de l'oisiveté. L'entraide universitaire mondiale du Canada et son partenaire local association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbain ont procédé à la célébration de la journée mondiale de la contraception.
Une journée couplée à l'inauguration du nouveau local du service de santé scolaire et universitaire. Le commentaire est signé Lizzie Yao. L'entraide universitaire mondiale du Canada et son partenaire local, l'association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine, ASAPSU, ont procédé ce 26 septembre 2023 à Soubré à la célébration de la Journée mondiale de la contraception et à l'inauguration du nouveau local du service de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes de Soubré. Défilés, démonstrations de l'utilisation du condom et autres méthodes de contraception ont marqué la journée. La célébration de la Journée mondiale de la contraception à l'initiative de l'Entraide universitaire mondiale du Canada vise, selon Marie-Laure Seri, responsable du projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive pour Elle, Passerelle, à promouvoir l'utilisation des méthodes contraceptives par les adolescents et les jeunes. Il faut dire que ce projet est financé par Affaires mondiales Canada sur une période de 5 ans, 2022-2027. Et ce jour, nous commémorons la Journée mondiale de la contraception. C'est un appel très fort que l'Entraide universitaire mondiale veut lancer parce que le projet Passerelle est un projet qui veille à la réduction des barrières socio-culturelles, mais aussi structurelles, qui limitent l'accès des adolescents et des jeunes à la santé, au service de santé sexuelle et reproductive. Dans le cadre de l'appui au district sanitaire de Soubré, Miyagi et San Pedro, des ordinateurs portables, des imprimantes multifonctions, des vidéoprojecteurs et des télévisions, le tout d'un coût total de 15 millions de francs CFA, ont été remis aux responsables des directions régionales de la santé de San Pedro et de la NAWA de la part de l'Entraide universitaire mondiale du Canada, grâce à la collaboration financière du gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada sur la période 2022-2027. Et nous ouvrons la page dédiée au SARA 2023. Pour cette énième édition consacrée au SARA 2023, je suis en compagnie de Zénab Dosso. Bienvenue. Merci, Anja Sémien. Du côté des parcs des expositions, le Conseil Coton Anacarde met en lumière les créateurs. Et oui, depuis 3 jours, le parc des expositions vit au rythme de la 6e édition du SARA. Parmi les exposants figure en bonne place le Conseil du Coton Anacarde. Cette année, le Conseil a décidé de mettre en lumière la filière du coton depuis la plantation jusqu'aux créateurs de mode. Toute une chaîne de valeur qui fait sensation au SARA 2023. Suivez. Je suis là aujourd'hui dans le stand du Conseil du Coton de l'Anacarde pour démontrer un peu la chaîne de valeur du coton. On parle du coton ici. Vous voyez un peu derrière moi, tout est représenté. Donc du coton, de la fibre de coton jusqu'au tissu. Et puis à la fin, nous les créateurs de mode, nous intervenons pour montrer un peu ce qu'on peut faire avec tous ces beaux tissus-là que nos tisserands font dans les villages. Donc derrière moi, il y a des métiers à tisser. Avant, on disait que les femmes ne tissaient pas, que ce n'était pas bon. Mais aujourd'hui, vous voyez que les femmes se sont investies dans le domaine du tissage. Donc on a des dames qui sont venues de tout bas, qui font du très beau tissage. Et derrière, vous voyez les tisserands de Waraniré. Les métiers à tisser sont différents, les bandes sont différentes, les couleurs sont différentes pour montrer un peu tout ce qu'on peut faire, tout ce que les tisserands font dans nos villages. Et comme ils sont à encourager, le Conseil du Coton de l'Anacarde a bien voulu nous donner cette lucarne-là. Cette innovation-là, c'est l'idée du DG du Conseil du Coton de l'Anacarde qui s'est dit, c'est vrai, les gens parlent de coton, mais ils n'ont jamais vu les acteurs qui interviennent dans cette chaîne de valeur-là. Donc, du tisserand jusqu'aux créateurs que nous sommes, vraiment, il y a du beau boulot que nous faisons. J'ai remarqué que le travail est impressionnant. La dextérité des tisserands est formidable. Et j'ai remarqué 2 choses, c'est déjà la largeur du tissu qui sort. Donc, j'ai vu 2 largeurs. Une largeur de 70 cm et une largeur de 15 cm. Bon, d'emblée, c'est des largeurs qui donnent des résultats intéressants, mais pour nous, utilisateurs, pour nous couturiers, acteurs de la mode, il aurait été intéressant qu'on ait des largeurs plus importantes afin de pouvoir sortir tout ce qu'on veut dans les tissus que nous voyons là.
Alors l'artisan de Korogo me disait par exemple que c'est une tradition. Et je n'ai pas discuté parce qu'on ne discute pas la tradition. Mais par contre, il m'a indiqué qu'il y a la possibilité de se former pour pouvoir faire autrement que la tradition l'exige. Restons toujours dans la filière coton et intéressons-nous cette fois aux activités de l'interprofession du coton, encore appelé intercoton. Effectivement, Jassémian, ce dimanche, les visiteurs du Sahara ont découvert par exemple comment sont classées les fibres de coton, comment elles sont vendues et quelles sont les utilités des différents types de coton. Élément de réponse avec le spécialiste de la question, Monsieur Thioténan. Le classement du coton, c'est la catégorisation du coton en plusieurs gammes. Vous savez, le coton, pour le vendre, il faut le mettre en plusieurs catégories. Par exemple, pour payer le coton graine avec nos parents, les sociétés cotonnières achètent en 2 gammes. Premier choix, deuxième choix. Mais pour prendre la fibre pour aller vendre sur le marché international, il est en 9 choix qu'on appelle les types de vente de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le fait de déterminer la qualité du coton, de la fibre, et la mettre dans une de ces classes-là qu'on appelle le classement de la fibre de coton. Ce classement se fait avec, de 2 manières. La première manière, depuis la nuit des temps, que tous les pays, que ce soit développés ou non développés, ont connu, et jusque-là chez nous, c'est le classement manuel visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce classement se fait à l'aide des mains et à l'aide des yeux. Et donc, ce sont là mes collaborateurs qui sont chargés de ces classements. Il y a l'autre type de classement qu'on appelle le classement instrumental. Il y a des appareils qui sont fabriqués aujourd'hui et qui remplacent l'homme et qui font beaucoup plus la tâche mieux que l'homme, avec beaucoup plus de précision, je veux dire. Ça commence avec la fibre. Lorsque les sociétés cotonnières ont égrené le coton, ça veut dire ont payé le coton avec les producteurs, ont pris le temps de séparer la graine et la fibre, et ça on appelle l'égrainage. Ils vont stocker la fibre dans des balles de coton allant de 220-230 kg. Mais pour connaître la nature du coton dans chacune de ces balles produites, la société cotonnière prélève 200 grammes de fibres pour envoyer au centre de classement coton de Côte d'Ivoire qui est placé sous l'égide d'Intercoton. Mais le centre de classement coton de Côte d'Ivoire est basé à Boaké. Et donc c'est là-bas que nous allons regarder les 200 grammes de coton, faire toutes les analyses dessus, manuel, visuel, et au besoin l'analyse technologique, ça veut dire les appareils micronaires et le chaînage VI. Et puis on retourne le résultat à la société cotonnière pour dire dans telle balle, produite dans telle usine, pour telle campagne, tel jour, voici la nature et la qualité du coton dans telle balle. Avec cette information, la direction commerciale de la société cotonnière peut vendre cette balle maintenant. Sinon, elle ne peut pas être vendue. Encore moins être entreposée dans l'entrepôt, déposée dans l'entrepôt. Et pour apporter un cachet spécial à cet événement d'envergure, plusieurs autorités gouvernementales y prennent part, parmi lesquelles le ministre des Ressources animales et halieutiques. Tout à fait, Anja Sémian. Le Sahara, ce n'est pas que l'agriculture, c'est aussi les ressources animales et halieutiques. Le ministre Sidi Tiemoko Touré, ministre en charge de ce secteur d'activité, était ce samedi sur le terrain. Il se félicite d'ailleurs pour le bon déroulement du Sahara 2023. On l'écoute. Je suis très satisfait parce que ça s'est passé sur les chapeaux de roue. Il ne faut pas oublier que ça fait quelques années que nous n'avons pas organisé le Sahara du fait de la Covid. Et malgré cette rupture, la reprise se fait de façon exceptionnelle. Il y a des délégations étrangères de haut niveau, ministérielles, gouvernementales, mais aussi des délégations d'entrepreneurs. J'invite les populations à venir constater, à venir participer à ce Sahara pour rendre le Sahara festif. Merci à Enis Bogo que nous retrouverons dans nos prochaines éditions. Intéressons-nous à présent au focus du jour. Zénab, et qu'aurons-nous à découvrir? Alors, Anja Sémian, dans notre focus du jour, nous parlerons de l'élevage du porc, un secteur qui n'échappe pas à la jante féminine. Les femmes grignotent de plus en plus les domaines d'activité anciennement réservés aux hommes. Dans le domaine de l'élevage, celui des porcs en est un exemple. À Azaguié, une jeune dame a décidé de se lancer dans ce secteur d'activité qui est particulièrement contraignant. Allons à sa découverte.
Elle applique à merveille la politique des petits pas, qui consiste à se fixer de petits objectifs à atteindre dans un laps de temps court et selon ses moyens. À Yapo, où elle est installée, sur 1 hectare, Ako Kuso Dorcas fait son petit bonhomme de chemin. Après sa formation à la ferme pédagogique Sanfeto de Dabou, elle commence par du maraîcher, passe par la culture de manioc et la vente de la tchéké. Avec ses économies engrangées à chaque étape, elle décide de se jeter à fond dans l'élevage de porcs. Un verra, c'est le mâle, c'est le mâle d'un porc. Et les truies, c'est les femelles qu'on appelle les truies. Donc là, nous en avons 3 femelles que bientôt, qui vont faire le mise-bas. On fait le mise-bas d'ici 1 mois, on fait le mise-bas. Concernant mes proches femmes, beaucoup ne croyaient pas, parce que pour eux, l'élevage de porc, c'est les hommes seulement qui peuvent en faire. Alors, pour leur montrer que la femme aussi peut évoluer dans ce domaine, alors j'ai pris mon courage à 2 mains pour aller jusqu'au bout. Et concernant les hommes, au contraire, les hommes, eux, ils m'encouragent. Les hommes m'encouragent, par les conseils surtout. Je veux opter pour la transformation. Je veux opter pour la transformation. Voilà, aller jusqu'à installer des charcuteries dans la grande ville et pourquoi pas dans les autres communes aussi. Ako Kuso Dorcas a des ambitions nobles. Avec du cœur et de l'ambition, elle veut être la première productrice de porc de la région de la Beauville. Elle nous donne rendez-vous dans 2 ans pour apprécier et découvrir sa porciculture. Ce reportage inédit est signé Philippe Zabo et Marius Seri. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous. Le programme se poursuit sur la télé utile.